rapport pour cette année donc, a pour thématique la durabilité et l'équité et les liens intrinsèques à la fois positifs et négatifs entre durabilité, équité et développement humain. Et dans ce sens, c'est le prolongement naturel du rapport que nous avons publié l'année dernière, qui était le 20e anniversaire en fait du premier rapport sur le développement humain. Comme monsieur le directeur l'a rappelé, c'est en 1990 que le PNUD a lancé. Donc à l'époque, c'était un peu le concept du développement humain. Le fait que le développement ne doit pas se mesurer uniquement en termes économiques, donc par le PIB par habitant, mais doit comporter un certain nombre de dimensions qu'effectivement on appelle sociales, entre guillemets, même si le lien entre l'économique et le social est très fort, puisque en fait des investissements bien réfléchis dans la santé et l'éducation ont un impact non seulement sur le bien-être, bien entendu, des personnes, mais également sur la contribution que les personnes peuvent faire au développement de leur pays. Et donc, l'économique et le social sont intimement liés. Il est vrai qu'il y a 20 ans, donc en 1990, la prise de conscience de l'importance de la durabilité, et on dit durabilité en français pour traduire sustainability en anglais, à mon avis, ça ne rend pas complètement la richesse du terme sustainability en anglais, mais bon, on comprend ce que cela veut dire. Et pourtant, en 1992, la grande conférence de Rio avait bien montré que le développement devait être un développement durable et avait bien insisté sur l'importance, en fait, des 3 piliers du développement durable, le pilier environnemental, le pilier économique et le pilier social. Mais il faut reconnaître que l'indice de développement humain, donc que nous avons promu depuis 1990, ne comportait pas de dimension d'indicateurs environnementaux et ne permettait donc pas de mesurer la durabilité. Et c'est donc l'effort qui a été entrepris depuis l'année dernière et qui se poursuit dans le rapport que nous vous présentons aujourd'hui, d'intégrer la durabilité et l'équité. L'équité, en revanche, depuis 1990, se trouve au cœur des réflexions sur le développement humain, puisque en fait, le développement humain est un développement qui élargit les choix offerts aux personnes et qui leur permet d'exercer ce que Amartya Sen appelle, alors là, en anglais, capabilities. Donc, ça n'est pas capacité, c'est plus que capacité, mais je crois que capacité en français, ça n'est pas un terme qui dit grand-chose. Là encore, c'est le fait que les personnes puissent devenir des agents de développement et justement la capacité et la possibilité de choisir et de passer d'un stade de développement, si vous voulez, qui est lié en fait à la satisfaction des besoins fondamentaux, et là on passe à la fameuse pyramide de Maslow, hein, que vous connaissez, à un stade de développement où ils peuvent exercer leur libre choix en tant que personne, et c'est fortement lié, bien entendu, aux droits de l'homme. Hein. N'oublions pas que les Nations Unies reposent sur 3 piliers, la paix, la sécurité, le développement et les droits de l'homme. Et dans le paradigme du développement humain, donc d'élargir les choix offerts aux individus, il y a une très forte dimension qui est liée aux droits de l'homme, et dans l'équité, bien entendu, on ne peut pas parler d'équité sans penser au fait que les droits de l'homme sont universels. Et nous avons montré l'année dernière que sur les 40 dernières années, il y a eu des progrès remarquables en matière de développement humain au niveau mondial. Et que la plus forte augmentation, en fait, a eu lieu dans les pays en développement, qui certes partaient d'un niveau beaucoup plus bas en matière d'indice de développement humain, mais qui ont progressé plus vite sur les 40 dernières années que les pays qui partaient déjà d'un niveau plus élevé. Et vous voyez dans la diapositive que ces progrès, alors là encore c'est global, hein, c'est des chiffres globaux et ensuite des chiffres au niveau des régions, sur les 40 dernières années ont été en fait beaucoup plus élevés dans les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud que dans les autres pays. Et si ces tendances se poursuivent, les simulations donc, que nous avons faites montrent que d'ici 2050, l'indice de développement humain continuerait à progresser
donc si les tendances analysées sur les 40 dernières années se poursuivaient, augmenterait de 19% au niveau mondial, avec donc une augmentation beaucoup plus forte dans les pays en développement. Maintenant, ces progrès sont menacés, et ils sont menacés justement par les menaces sur l'environnement et par cette dimension donc de la durabilité. Et là, on a deux scénarios. Alors le premier, c'est celui de défi écologique, c'est-à-dire en fait le scénario actuel. Nous savons qu'il y a déjà une tendance au réchauffement de la température. Nous savons qu'il y a déjà une augmentation du niveau de la mer. Nous avons constaté qu'il y a déjà une forte augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, si vous voulez, ce scénario de défi écologique, c'est ce qui se passe maintenant. Et là, en fonction de ce scénario, on voit déjà que les progrès en matière de développement humain sont menacés et qu'il y a en fait un recul donc de 8% au niveau mondial et en particulier de 12% en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Et si on prend un scénario catastrophe, c'est-à-dire d'une augmentation de plus de 2 degrés de la température, d'une montée du niveau de la mer plus forte que ce qui est constaté actuellement et d'une augmentation des catastrophes extrêmes, on verrait qu'il y aurait une régression de 15% de l'indice de développement humain à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'on resterait presque au niveau où on est maintenant, puisque s'il n'y avait pas de défi écologique ni de catastrophe, il augmenterait de 19%. Et avec évidemment une régression plus forte pour l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Pourquoi? Parce que ce sont les régions qui sont actuellement, qui sont en fait les plus exposées aux phénomènes climatiques extrêmes. Ce sont les régions tropicales où l'augmentation mondiale de la température a les effets les plus graves par rapport à la détérioration des sols, par rapport à l'agriculture, donc un impact très fort sur en fait le niveau de revenus et la lutte contre la faim dans ces zones-là. Ce sont aussi les régions qui sont les plus menacées par la montée du niveau de la mer, puisque c'est notamment en Asie du Sud que vous avez le plus grand pourcentage de population qui vit en fait au bord de la mer. Mais il est évident que tous les pays s'en trouveraient affectés.